Si c'est possible, c'est déjà fait. Et si c'est impossible, vous le ferez. Parce que la société nous enferme dans un système autour de l'impossible. Souvent, on va nous dire, ah ben non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Et quand on creuse, on se rend compte que si on peut, et on peut même si on a des corps qui ont été modifiés, même si on a des vies qui sont différentes, et si ça peut être associé à un épanouissement personnel, à du plaisir, ben, croyez en vous parce que de toute façon les autres le feront pas pour vous. Donc euh, foncez, allez-y et découvrez le plaisir des endorphines. 4 victoires en Grand Chelem en simple, 19 victoires en Grand Chelem en double, 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques en double, ancien numéro un mondial en simple, ancien numéro un mondial en double. C'est le palmarès tout simplement affolant de Stéphane Houdet, tennisman en chaise que j'ai eu la chance de recevoir en interview. Donc vous allez découvrir dans cet échange son quotidien, sa carrière, ses expériences, sa vision de la vie qui est tout simplement incroyable, comment il a fait pour justement arriver à avoir un palmarès juste pas croyable, incroyable, phénoménal. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo, que ça va justement vous pousser à vous aussi réaliser vos rêves, quels que soient vos problèmes ou vos difficultés ou vos différences. Donc j'espère que ça va vous motiver un maximum et je vous laisse découvrir cet échange. Je m'appelle Stéphane Houdet et je suis un accidenté de la vie puisque c'était le début de notre présentation. Je suis passionné de sport depuis tout petit, vétérinaire de profession, jusqu'à ce qu'un accident de moto me permette de côtoyer mon rêve ou de faire, comme vous le disiez, de mon rêve une réalité et de devenir joueur de tennis professionnel, pas celui que j'avais imaginé quand j'ai vu Yannick Noah gagner Roland-Garros en 83, mais la particularité aujourd'hui, c'est de faire le tennis, de jouer au tennis, l'activité paralympique qui se pratique en fauteuil roulant. Après des années dans l'univers du golf où j'étais le numéro un en Europe, eh bien, j'ai aussi gravi les échelons dans le tennis paralympique pour devenir numéro un mondial. Et j'ai comme titre, on va faire court sur le palmarès, mais j'ai gagné 2 fois Roland-Garros et 2 fois l'US Open en simple. Donc j'ai 4 titres du Grand Chelem en simple. Je crois que j'en ai à peu près 19 en double, où j'ai gagné tous les tournois du Grand Chelem. Et j'ai aussi 2 médailles d'or paralympiques en double, une médaille d'argent en simple et une médaille de bronze en double également. Rien que ça, Voilà. quoi. Voilà. Et je regardais hier, je crois que j'ai plus de 100 titres en double et une grosse cinquantaine en simple, mais le plus beau reste toujours celui qui est à venir et pas ceux qui appartiennent au passé. Ah, c'est beau ça. Et je peux vous dire, je crois en direct, je regardais, je viens de recevoir un message qui, j'ai vu que c'était le service médical de l'US Open. Donc, à mon avis, je suis négatif au test du Covid. Mais, ah non, c'est pas officiel. Ils me disent que je peux aller chercher mon accréditation, mais non, c'est pas le médecin, c'est pas officiel. Donc on va patienter avant d'aller chercher un autre titre possible. Ouais. Et j'aimerais un peu savoir quand vous avez eu votre accident, il se passe quoi dans votre tête quand vous vous rendez compte que vous allez perdre l'usage de votre jambe? Ah, sur le coup, je reste sur une boutade. Je suis accidenté en Autriche, un magnifique jour d'été. Je suis à moto, je double une voiture qui m'a pas vu et qui me coince sur la file de gauche. Et finalement, j'ai percuté la voiture qui arrive en face. Et quand je me rends compte que bah, je vais être amputé de la jambe gauche, je dis à mon ami qui est sur une moto devant et qui vient me rejoindre, même si les souvenirs sont peut-être modifiés et aujourd'hui il me dira que c'est plus la légende ou mes rêves, mais en tout cas j'avais ça en tête. C'était de dire bah, notre match de squash de demain sera équilibré parce que je serai obligé de jouer sur une jambe. Donc les débuts étaient comme ça. Bien sûr, faut pas occulter le fait que par la suite il va y avoir des moments difficiles, Mhm. mais en tout cas j'ai tout de suite
réalisé qu'il n'y avait que la jambe qui avait touché, que ma tête était intacte, que mes mains étaient intactes, que je bougerais le reste du corps, mes bras étaient intacts, et que, et que donc j'avais eu de la chance. Ouais, Et que même si à quelques centimètres près, je pense que je réussissais à passer entre les deux voitures, à quelques centimètres près plus à gauche, en fait, je prenais l'autre voiture de face et là, j'y passais. Donc, ouais, c'est un moindre mal que de n'avoir été qu'amputé, membre inférieur gauche, et de pouvoir continuer à avoir une vie de rêve. ouais. Et qu'est-ce que votre accident vous a apporté et vous a appris sur la vie? Bah, déjà qu'elle ne tenait qu'à un fil et que j'avais 25 ans, à une période de nos vies où on pense certainement, surtout pas à la mort et une forme d'invincibilité. Donc on apprend qu'elle ne tient qu'à un fil, qu'elle vaut le coup d'être vécue, que aussi courte soit-elle, elle sera belle. Et même si certains peuvent penser en avoir d'autres euh, après la mort, en tout cas, autant profiter de celle qu'on a aujourd'hui, si on a la chance d'en avoir une autre plus tard. Mais comme je suis un scientifique, je préfère profiter de ce que j'ai aujourd'hui plutôt que d'imaginer un truc demain. Et comment vous avez décidé de réellement devenir champion de tennis? Alors en fait, au départ, je rêve d'être champion de tennis tout gamin. Je grandis dans une famille où on sait aussi que il faut avoir une activité professionnelle euh, plus sûre, entre guillemets, et donc avoir une formation, même si le sport est important. Et ma mère a été professeure d'éducation physique et sportive. Mon père aussi un grand sportif, donc j'ai grandi avec les valeurs du sport, mais certainement avec quelque chose du genre de Pierre de Coubertin, c'est un esprit sain dans un corps sain et c'est pas uniquement le sport. Donc j'ai grandi avec ça. Et puis je pense que au moment où je suis accidenté, où je suis en exercice, je suis vétérinaire, je continue à pratiquer des activités sportives, mais en parallèle. Et ce sera pas mon activité professionnelle. Toujours est-il qu'à ce moment-là, j'ai besoin dans ma reconstruction d'avoir une image de moi plus jeune, euh, euh, en tout cas de retrouver l'image que j'avais de moi plus jeune, qui était celle d'être un sportif et plutôt un compétiteur, voire même un vainqueur. Donc Mhm. j'ai recherché ça et les activités sportives paralympiques dans un premier temps m'ont permis d'accéder à nouveau à ça. Et le jour où je rencontre le tennis fauteuil, je me dis, tiens, ça c'est un truc où j'ai des repères, où je pense pouvoir faire quelque chose. Et donc je vais tenter l'aventure. Et je tente l'aventure en sachant très bien que si jamais ça marche pas, comme je suis libéral de profession, eh bien, je pourrais revenir exercer mon métier de vétérinaire et que je prends pas un risque démesuré. J'essaye en me disant, bah voilà, on, on va le plus loin possible et si c'est un échec, je redeviens le vétérinaire que je suis. Mhm. Donc le sport vous a vraiment aidé à accepter en quelque sorte votre accident. Alors, pas tant mon accident que le fait d'avoir eu cette modification de mon corps où on va dire que l'entourage médical se dit le sport c'est fini, ta jambe c'est foutu, et Mhm. on découvre l'univers des impossibles. Et alors c'est pas possible de jouer au golf, c'est pas possible de jouer au tennis debout. Enfin, on nous dit plein de choses autour de l'impossible, alors qu'en fait il existe de nombreuses activités possibles. Et aujourd'hui même je me mets au défi de, 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 de tout réussir, de tout tenter, de tout pratiquer. Et, y compris jusqu'à cet été des randonnées incroyables auxquelles j'aurais même pas pensé il y a 2 ans en arrière, mais ma femme est une férue de montagne et elle m'emmène un peu partout, même si je rechigne au départ parce que la,
la montée avec une prothèse, la flexion du genou n'est pas évidente, mais on a un bonheur tellement intense à nous retrouver comme ça tous les deux et à découvrir des paysages. Cette année, c'était la France, mais on a fait la Norvège, on a fait des tours en Inde, un petit peu partout dans le monde et on adore ça. Donc, oui, je me dis que tout est possible et qu'il faut d'abord se faire confiance, d'abord y croire avant d'écouter les impossibilités qu'on entend assez régulièrement. Ouais. Et c'est quoi les différences entre le tennis en chaise et le tennis debout? Soit en termes de Alors, règles ou... ouais, j- euh, la Fédération française de tennis vient de m'interroger sur le sujet et a ressorti un article avec 5 grands points. Alors, je les ai pas dans l'ordre, mais euh, la chose à laquelle je pense en premier, c'est qu'en fait, le tennis assis est un mélange de sport mécanique et de tennis. Et là où le joueur de tennis va toujours choisir le chemin le plus court parce que c'est le plus rapide pour aller vers une balle, le joueur de tennis assis raisonne en pilote de Formule 1, en cycliste, en ce moment là c'est le Tour de France, en trajectoire. Et le chemin le plus rapide est parfois, comme en Formule 1, plutôt quelque chose qui ressemble à une courbe, un virage extérieur, intérieur, extérieur, pour garder la vitesse. Donc ça, c'est une première différence. Et de cette différence en est une autre, parce que pour garder la vitesse, on va décrire de grands 8, de grands mouvements avec nos fauteuils, qui vont faire que assez régulièrement, on va perdre le contact visuel avec la balle parce qu'on va être dos au filet. Ouais. Et depuis tout petit, moi, j'ai appris à garder les yeux sur la balle, à anticiper en fonction de la balle. Et là, au tennis fauteuil, il faut accepter, mais le corps est bien fait. Il faut accepter de perdre ce contact. Le corps est bien fait parce qu'on se reconstruit finalement le, la trajectoire aussi de la balle. Donc, on s'adapte. Et c'est un point très important de la pratique qui va faire aussi que on est dans l'anticipation, dans la réaction, dans la prise d'information le plus tôt possible. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est aussi un point commun parce que en regardant le tennis d'aujourd'hui, vous verrez les joueurs euh, ont une lecture de la balle qui est très fine et qui est probablement associée aussi à un peu de statistiques, en tout cas sur le retour de service. Je pense qu'on fait quand même des paris, on se dit tiens, il va me la mettre là et 8 fois sur 10. Donc on a ce sens-là de l'anticipation. Et pour vous, c'est quoi la chose la plus dure dans le tennis assis? Ah, pour moi, ça a été justement la gestion du déplacement. Le fait de penser euh, trajectoire et une déconstruction pour moi qui était un joueur debout par rapport à ce point précis. Aujourd'hui, on regarde dans le top 10 mondial. Je suis le seul joueur qui a joué debout auparavant. L'apprentissage, quel que soit le sport, plus il se fait tôt, meilleur il est. Et Mhm. donc mes adversaires, eux, ont appris à jouer au tennis en fauteuil directement. Et leurs roues sont leurs jambes. Donc là où moi, je vais réfléchir à nouveau en chemin le plus court, les yeux sur la balle, eux, inconsciemment, ils ont déjà tout assimilé et leurs trajectoires sont d'abord avec leurs bras et ça, je pense que c'est un gain de temps incroyable. Et d'ailleurs, bon, je viens de faire une semaine de stage avec un entraîneur qui est un homme d'exception. Et je me suis assis dans mon fauteuil sur un cours. On a un cours connecté à Roland-Garros pour s'entraîner, qui nous donne plein d'informations. Et en fait, on a mis un écran géant sur ce cours. Je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai regardé des matchs contre mes adversaires et j'ai mimé. Et là, je me suis rendu compte que les autres joueurs avaient des trajectoires bien différentes des miennes et que parfois, enfin ça je le savais, mais euh, parfois c'est mon raisonnement d'ancien joueur debout qui me perturbe sur le mouvement à faire parce que je fais le mauvais choix Mhm. qui est un ancrage passé. Mais Ouais. petit à petit, je vais m'y adapter. Je vais Ouais, continuer à apprendre. Je il suis pas le faut- plus jeune, mais je continue à apprendre. c'est important. Et en termes d'entraînement, à quoi ressemble une journée pour vous, que ce soit l'entraînement physique ou l'entraînement plus spécifique sur le tennis?
Alors là, typiquement, là, puisque c'était une semaine pré-US Open, parce qu'en fait, nos semaines vont être fonction de, du tournoi ou des semaines suivantes. Et donc là, sur une semaine de tournoi, je joue beaucoup. Donc on se met dans des conditions de match. Euh, Ce qui ne veut pas dire qu'on fait un match, mais ça veut dire que on va pas faire des gammes où on va jouer coup droit, puis revers, revers sur le court. Donc préparation physique, échauffement. Là, ça se limite à échauffement, d'autant plus que j'avais des petites tensions euh, localisées plutôt sur l'épaule droite. Au tennis fauteuil aussi, on est à la fois en mouvement pour déplacer le fauteuil, en fermeture des épaules en permanence puisqu'on pousse, mais aussi pour jouer les coups. Donc le Mhm. fait d'être en fermeture en permanence, ça crée souvent euh, exercice d'ouverture avec les élastiques pour compenser. Il n'empêche que là, j'avais une petite tension, donc exercice d'échauffement, ensuite sur le court. Et on a joué chaque jour à peu près 2 heures, 2 petites heures. Et ensuite, à nouveau, exercice avec les élastiques pour travailler sur l'ouverture. Et l'après-midi, je faisais plutôt des soins. Donc cette semaine, il n'y a pas eu de vraie préparation physique qui, en général, quand elle se fait... Ah oui, pardon, si, je vais quand même ajouter un truc. Ce sont tous nos exercices de visualisation. C'est-à-dire que Ouais. le matin, on jouait, déjeuner, sieste, mais qui correspond aussi à ancrage visualisation de ce qu'on vient voir, vient de faire, comment mémoriser ce qu'on vient de faire, très courte, micro-sieste, 20 minutes. Ensuite, on repart sur le cours. Et là, ces exercices de visualisation avec de la vidéo. Et ensuite, des soins médicaux si besoin. Mais plutôt une semaine intense, mais courte sur le programme. Quand on est en dehors des périodes de tournoi, on va ajouter donc de la prépa physique avec des exercices d'ouverture. Et là, moi, depuis peu, j'ajoute de la course parce que j'ai une lame de course et je recommence à courir, ce qui est magique. Et donc, tous nos exercices d'ouverture et sur le cours même, des exercices aussi de trajectoire pour mémoriser et intégrer ce dont on parlait tout à l'heure et les différences entre le tennis debout et le tennis assis. Et vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, mais votre plus belle victoire ou plus beau souvenir dans votre carrière, ce serait quoi? Ah bah c'est celui qui va arriver demain. Du coup, pas de Ah, c'est pas tellement le passé. dans les précédents. Ouais, ouais. Longtemps, j'ai parlé de Roland Garros, ma première, voire ma deuxième victoire à Roland Garros, parce que euh, euh, peut-être qu'on a pu dire après la première que c'était un peu un coup de chance et que j'avais surpris mon adversaire. Je suis devenu numéro un mondial à la suite de cette victoire. Je gagne 7-6 au tie-break, enfin 7-6 au troisième set. Je suis mené 5-1 au tie-break, puis 6-4. Je sauve 2 balles de match. Finalement, je vais gagner 8-6. Et, l'année suivante, il se produit exactement le même scénario. Je me retrouve à 6 partout au troisième set face au même adversaire. Et en fait, là, je vais mieux gérer mon tie-break et je gagne 7-3 ou 7-4 et je termine par un ace. Donc, et ça, c'est un excellent souvenir. Mais j'ai envie d'ajouter quand même, depuis peu, ma victoire à l'US Open en 2017, simplement parce que je crois qu'en 2016, beaucoup de joueurs m'avaient un peu enterré. Et en plus, dans ma programmation, j'avais imaginé, je travaillais pour le ministère des Armées, qui est devenu le ministère, enfin, le ministère de la Défense, qui est devenu le ministère des Armées, à la reconstruction par le sport de nos blessés. J'avais imaginé plutôt être en fin de carrière en 2018. Et en fait, en 2017, il se trouve que je vais à nouveau gagner l'US Open et la finale se joue entre le plus jeune et le moins jeune de l'histoire. C'est le moins jeune qui l'emporte. Et ça me relance un peu beaucoup dans des rêves de nouvelles victoires de Grand Chelem. Et il y a l'annonce aussi de Paris 2024. Donc je me dis qu'il faut que je continue. Et, et donc 2017 est quand même
une victoire à New York qui est assez marquante parce que elle relance toute une carrière, plein de nouveautés aussi dans mon jeu. Je continue à prendre énormément de plaisir, à apprendre de nouvelles choses régulièrement. Donc voilà, c'est juste fantastique. Et c'est pour ça que je me dis que le meilleur souvenir, c'est celui à venir. Et je me demande comment vous faites pour gérer la pression avant les matchs ou même pendant les matchs, parce que vous avez quand même vécu beaucoup de finales du coup. Et comment on fait pour gérer ça? Est-ce que vous la travaillez auparavant ou vous l'avez naturellement? Comment vous faites? Alors, naturellement, c'est quelque chose que j'adore. Plus il y a d'enjeux, en fait, plus il y a de monde. Je trouve que c'est un moment qui est. Je transforme le mot pression ou tension par l'attention. L'attention, l'apostrophe de l'attention. Il y a de l'attention. Il y a de l'attention sur vous, ce que les gens appellent la pression. Et donc, moi, plus il y a d'attention sur moi, plus je prête d'attention. Et donc, je suis mieux dans mon match. On est plus concentré. Peut-être aussi, et là je l'ai retrouvé après le confinement, parce que c'est parfois une habitude, et le fait de faire une longue pause nous aide énormément. Il y a un moment où quand on est sur un cours, où il y a beaucoup de choses qui se passent autour, on a notre focus de concentration qui se recentre, Mhm. et donc on est vraiment à fond sur la balle, sur l'adversaire, avec en même temps un flou autour, mais qui fait qu'on sait exactement comment l'adversaire se déplace, quelles sont ses prémices de gestes avant même qu'il les ait faits, et une sorte de flou externe et de précision interne qui font qu'on est dans un état particulier qui est extrêmement plaisant. Et donc, moi, je cherche ça, je cherche ce moment. Et donc, la pression, finalement, c'est quoi? C'est un truc que j'ai essayé d'expliquer à ma fille quand elle passait des examens, mais c'est le fait d'avoir le cœur qui bat plus vite. Mais pourquoi le cœur bat plus vite? Juste pour avoir plus d'oxygène, donc pour mieux se préparer à l'effort. Pourquoi avant la compète, on a besoin d'aller aux toilettes? Ben, c'est aussi parce que le, euh, tous les systèmes et le cœur en premier travaille plus vite et donc on a besoin d'éliminer. Nos yeux d'un seul coup sont plus concentrés, on est en éveil, parfois on a un peu de mal à dormir, mais c'est aussi parce qu'on est en train de se préparer et qu'on est en éveil sur tout ce qui est en train de se passer. Donc toutes ces choses qui provoquent une accélération sont en fait une préparation du corps humain historiquement à la fuite, hein, quand c'était l'homme de la préhistoire, mais nous, à la performance sportive, en fait, on est en train de se préparer de façon très active et notre corps, si on accepte de se dire que c'est notre corps qui est en train de donner le meilleur de lui-même, eh bien, on change la pression, la charge en attention et on est d'un seul coup plus fort. Mhm. Et si vous auriez une chose à dire sur ce qui est le plus dur en tant qu'athlète handisport, ce serait quoi? Une seule chose. Alors, en tant qu'athlète tout court, hein, parce que c'est la même chose pour tout le monde, c'est finalement de se mettre dans cet état et d'accepter à chaque fois, euh, au tennis, mais je pense dans tous les sports, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'il faut jouer chaque coup à 100%. Et on ne peut pas vraiment s'empêcher d'avoir des pensées parasites. Simplement, on peut les accepter et ensuite se remettre dans le bon état d'esprit pour préparer son service, préparer son retour, jouer chaque coup. Et donc c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait on a beau le savoir, de temps en temps on est un petit peu ailleurs et on a joué le coup sans avoir été concentré à 100%. Et ça c'est l'erreur, alors qu'on a un savoir et notre corps a un savoir incroyable de tout ce qu'il faut faire. Et de temps en temps, on se permet de ne pas être à 100% et ça, c'est pas bien. C'est ça qui est dur. Ouais. Et je me demandais, est-ce qu'on sait vivre du tennis en chaise? Parce que malheureusement, on voit quand même les sports paralympiques, même s'ils commencent un peu à grandir, je Mm. trouve, sont un peu moins médiatisés que les sports habituels. C'est une question que je me posais. Ouais, alors en même temps, oui, on peut. Et puis ça dépend des sports, hein, parce que un kayakiste, un tireur, plein de sports olympiques, un véliplanchiste sont médiatisés à l'occasion des Jeux
peu médiatisés pendant la saison et puis ont des difficultés quand même. Il y avait une étude en France sur le salaire moyen de tous les sportifs qui avaient participé aux Jeux de Rio et je crois que c'était 700 ou 800 euros le revenu mensuel, hein. Donc moi, en tant qu'athlète paralympique tennis, je peux vous dire que je fais partie des mieux lotis parce que effectivement, je peux vivre de mon sport aujourd'hui. Et est-ce que vous croyez Mais, au talent? Pardon, ouais, allez-y. ouais, même si le tennis en fauteuil a un ratio par rapport aux sommes qu'on connaît sur les tournois du Grand Chelem de tennis qui doit être de l'ordre de moins de 1%, hein. Ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous croyez au talent et savoir un peu votre avis sur le talent? Le talent, oui, bien sûr, j'y crois et je crois que, en fait, petit, on a tous un énorme potentiel et que si on a, la possibilité, de mimer, alors soit ce que font nos parents, soit ce que font les gens de notre entourage, tout petit, en fait, on va développer des acuités qui vont nous permettre d'exceller dans une pratique, que ce soit le piano, la musique, quelle qu'elle soit, euh, une activité sportive, quelle qu'elle soit. Quand on la mime, en fait, on devient juste un expert de la pratique. Et imaginez marcher, la complexité de la marche. Ben, en fait, tous les enfants se lèvent un jour et marchent, enfin presque tous les enfants malheureusement, mais le, le mimétisme exprime, ouais, tous les talents que l'on veut. Je pense, c'est une discussion que j'ai souvent avec ma femme sur le potentiel génétique et puis finalement l'éducation. Et quand on regarde, moi je cherche la valeur de l'exemple. Et en fait, quand on voit les enfants euh, champions, ou bien plus exactement, quand on regarde les parcours des enfants dans les familles, on se rend compte que dans toutes les familles où il y a eu des experts, souvent les enfants deviennent experts de la même chose parce qu'ils ont vu leurs parents petits faire. Mhm. Et donc je pense que si on apprend à un enfant très tôt à attraper une balle, il va attraper une balle. Si on lui apprend à faire un coup droit, il va faire un coup droit, il va faire un revers, il va jouer au piano, il va trafiquer un ordinateur. Et donc comme on a tous un potentiel génétique qui est juste immense, si on le travaille, si on l'utilise, eh bien, on développe une acuité excellente qui peut être associée à un talent. Mhm. Et j'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi qui va faire la différence entre les personnes qui vont travailler et qui vont pas réussir à avoir des résultats et au contraire les personnes qui vont travailler mais qui vont réussir à avoir des victoires, des médailles, etc. Donc il y en a un qui travaille pas et l'autre travaille, c'est ça? Ou non, les deux travaillent, Parce que mais souvent, la petite différence. souvent on fait vraiment une équation travail égale résultat. Et ça peut aussi générer des frustrations parce qu'on se dit, bah attends, c'est incroyable, j'ai énormément bossé et j'ai pas de résultat. Euh, euh, et donc la petite différence entre les deux, probablement, elle se joue juste entre les oreilles parce que quand on regarde tous les talents dans toutes les disciplines, je pense que les sportifs sont juste, enfin les sportifs, je prends l'exemple du sport hein, parce que c'est ce dont on Ouais. parle, mais dans tous les univers, euh, c'est justement, à mon avis, la possibilité d'être à 100% de ce qu'on fait dans chaque discipline. Et quand je dis tout à l'heure, ce qui est difficile, c'est de traiter finalement les pensées parasites pour arriver à 100%. Bah, sur un match de tennis, vous voyez très bien ce qui se passe entre un Rafael Nadal qui va effectivement jouer chaque coup à 100% avec des routines qui lui permettent de se détacher du passé ou du futur pour vraiment rester dans l'instant présent. Mhm. Pourquoi Raphaël, il fait ça dans tous les sens, il remet sa bouteille d'eau comme il faut? Parce que il a un cadre de routine qui, quand il l'applique, lui permet de ne penser qu'à ce qu'il doit faire.
il pense, alors je dois mettre ma bouteille ici, je dois faire ça une fois à gauche, j'ai fait ça une fois à droite, je dois toucher mon short une fois à gauche, une fois à droite. Ok, c'est à moi, je suis prêt, je vais mettre la balle long de ligne. Et pas du tout. Oh mince, là il y a 0,40, ça fait balle de match. Je vais peut-être gagner mon 25e Roland Garros parce qu'on est dans le futur. Et donc générer un comportement qui n'est pas approprié. Là, Mhm. il sait comment faire son coup droit. Il dit OK, donc je fais tous mes trucs et là maintenant je suis prêt. Paf, il joue et il est parfait. Donc la vraie différence, c'est celui qui va être capable de se mettre dans ces conditions à chaque fois. Et ça, c'est un vrai travail parce que ça, c'est vraiment difficile. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a quand même pas mal de monde qui préfère se limiter un peu et, allez, on va dire, se diriger vers la sécurité plutôt que justement oser réaliser leurs rêves. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là qui ont peur de l'échec, quoi, au final? Bah, finalement, si on prend le parcours un parcours de vie dont on sait que de toute façon à l'échelle de l'humanité et de l'univers, elle sera que trop courte, ne pas tenter sa chance aujourd'hui, ne pas prendre de risques euh, pour se mettre dans une forme de sécurité, c'est peut-être passer un peu à côté de ce qu'on aurait pu faire. Mhm. Et donc euh, moi je comprends pas ce que c'est dans ce cas-là la notion de sécurité si elle n'est pas associée à une notion de plaisir. Si on est euh, très en paix avec soi-même et qu'on a beaucoup de plaisir à être en sécurité et à ne pas faire les choses, eh bien soit. Si en revanche c'est quelque chose qui nous fait avoir des regrets, je pense que là faut travailler pour changer. Mhm. Mais si on est content d'être devant la télé avec un paquet de popcorn et puis d'être en surpoids, il n'y a pas de problème. Si on est heureux avec sa façon d'être. Mais si on commence à avoir des petits doutes et que euh, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à monter sur le vélo. Moi, j'ai la télé qui est allumée avec le Tour de France et puis d'aller regarder ce qui se passe dans les Pyrénées parce que c'est juste magnifique. Et avec tout ce que vous avez appris durant votre vie et durant votre carrière, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux gens? Euh, Alors, moi j'aime bien dire quelque chose du genre si c'est possible, c'est déjà fait, et si c'est impossible, vous le ferez. Parce que la société nous enferme dans un système autour de l'impossible. Souvent, on va nous dire ah ben non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Et quand on creuse, on se rend compte que si on peut, et on peut même si on a des corps qui ont été modifiés, même si on a des vies qui sont différentes. Et si ça peut être associé à un épanouissement personnel, à du plaisir, ben, croyez en vous parce que de toute façon les autres ne le feront pas pour vous. Donc euh, foncez, allez-y et découvrez le plaisir des endorphines. Et enfin, la dernière question, ce serait tout simplement vos objectifs futurs. Bah, être heureux du coup avec ce que je viens de dire, hein, c'est de continuer à être heureux. Là, à très court terme, évidemment, les sportifs pensent au titre et donc euh, bah, je suis en pleine US Open, donc on va regarder du côté de l'US Open. Et puis, dans ma vie de tous les jours, je suis un jeune marié, même si j'étais marié déjà en décembre l'an passé. Mais c'est de continuer à couler des jours heureux avec ma tendre épouse.